Oui, madame, allez-y, bonjour. Et puis, présentez-vous avant de commencer votre intervention. Merci de me donner la parole. Je suis Edith Laure Macounier. Je suis la présidente de l'organisation Ticket des jeunes pour l'impact social, en anglais Youth Ticket for Social Impact, basée à Bafoussam, au Cameroun. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir. Alors, Ticket des jeunes, ou alors Youth Ticket for Social Impact, travaille essentiellement sur des questions entrepreneuriales, entrepreneuriat féminin et entrepreneuriat jeune. Donc, il est question pour nous d'identifier dans la communauté des jeunes et des femmes sans emploi ou alors en situation de sous-emploi pour leur donner des connaissances en ce qui concerne l'entrepreneuriat, donc le passage de l'idée au projet d'entreprise, la structuration, l'accompagnement, la formalisation et quelquefois aussi la recherche de financement. Donc, voilà essentiellement ce dans quoi Youth Ticket for Social Impact, basé au Cameroun à Bafoussam, fait de façon quotidienne. Alors, comment je fais pour être ici ce soir? C'est grâce à mon collaborateur, le secrétaire général Théophile Kamran, qui a participé aux séances de formation depuis quelques jours et qui m'a invité, me faisant savoir qu'il s'agissait d'une fondation qui serait prête à former, à renforcer les capacités et davantage à accompagner euh, les organisations qui agissent au niveau communautaire comme la nôtre. Alors, donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir avec vous. J'ai commencé à suivre les vidéos sur YouTube et je les trouve assez intéressantes. Je pense que je continuerai le parcours et que je serai là tous les soirs. En ce qui concerne la thématique de ce soir, centrée essentiellement sur la femme, alors je pense que euh, Monsieur Apollinaire, comme il le disait peut-être tout à l'heure, se mélange un peu les pédales parce que là, il est question de la nature de la femme, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou pas, la femme a quand même des spécificités que l'homme n'a forcément pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la science, l'évolution du monde et tout, on observe beaucoup de choses, mais de façon essentielle, de façon naturelle, la femme est prédisposée, si je vais dire ça comme ça, à certaines vulnérabilités, contrairement à l'homme qui, par moment, n'est pas forcément face à certaines, je vais dire quoi, à certaines situations pas toujours agréables. Ça veut dire en réalité que, euh, toutefois, sans rentrer aussi dans le débat de féministes, j'ai envie de dire que la femme est quelquefois dans la société camerounaise et même africaine euh, quelque peu marginalisée. C'est-à-dire que elle n'occupe pas toujours cette place de mère de l'humanité qu'on a tendance à lui donner peut-être en rigolant. C'est-à-dire que dans sa peau, elle n'est pas toujours assez épanouie, assez satisfaite. Elle est souvent frustrée. Là, je parle peut-être le monsieur parlait tout à l'heure des menstrues, par exemple, la période de menstruation qui n'est pas une période très agréable chez la fille. Qu'est-ce qui est fait pour amener cette dernière à, à se sentir un peu plus dans sa peau pendant cette période, par exemple? Est-ce que lorsqu'on parle de violence, par exemple, basée sur le genre aujourd'hui, est-ce que la femme n'est pas l'essentielle victime de ces pratiques-là? Est-ce que la femme dans nos sociétés occupe
autant les postes de responsabilité que les hommes. Je pense que c'est une réalité que nous devons accepter, de poser sur la table et plutôt chercher à trouver des solutions pour pallier ces problèmes, pour donner à la femme, pour redonner à la femme cette place qu'elle mérite bien dans la société, à savoir celle je vais dire, peut-être de gouverner, de diriger, parce que essentiellement, lorsqu'on voit une femme dans un foyer, elle a cette faculté-là, de façon naturelle, elle a cette faculté de pouvoir diriger, de pouvoir gouverner, de gérer. Et pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas aller au-delà de la famille nucléaire pour dire, bon, voilà, dans la société, donnons-lui encore une place un peu plus considérable pour voir quel est son potentiel. Parce qu'on a vu quand même quelquefois que lorsqu'on a donné à la femme la possibilité de prendre des postes de responsabilité, ça a quand même été, en termes de résultats escomptés, satisfaisant. Ça veut dire que il faudrait peut-être revaloriser celle-là qui, sans doute, a un potentiel, a des potentiels qu'on pourrait mettre au profit du développement de nos communautés. Donc, la vulnérabilité de la femme n'est pas à nier dans la société africaine camerounaise et il serait de bon ton que on puisse trouver des mécanismes pour permettre à celle-ci de se sentir plus à l'aise et donc de pouvoir développer son potentiel. Ça, c'est peut-être ce que je vais dire pour le moment. Je laisse la parole aux autres personnes de s'exprimer. On est ensemble. Merci beaucoup pour la parole donnée. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre intervention. Madame Edith Laure, si j'ai bien retenu votre nom. Oui, oui, Madame Edith, hein? Edith Laure Macounier. Madame Edith Laure Macounier, Madame Macounier, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, lorsque vous prenez la parole, quand c'est possible, c'est bien de mettre votre caméra aussi. La caméra, pour nous, c'est un des premiers éléments de crédibilité qui fait que, étant donné que nous sommes tous à distance, les projets seront financés et on doit s'assurer qu'on parle vraiment avec des gens des personnes réelles qui viennent ici pour défendre le projet. Donc, quand c'est possible pour vous, vous pourrez mettre votre caméra. Et bonjour à Madame Yamangar. L'inconditionnel de la caméra fait un travail exemplaire, y compris par rapport à la présence aux réunions, toujours avec les caméras. Bravo à elle et salut. Oui, merci pour votre intervention, madame. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Bienvenue parmi nous, le pasteur Patrice Yévené. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, vous pouvez prendre la parole quand vous voudrez, hein. C'est pas forcément tout de suite. Voilà. Et puis, vous pourrez lever la main pour prendre la parole. On lève la main et puis on attend son tour pour prendre la parole. Bienvenue parmi nous. Bienvenue à tous ceux qui viennent se joindre à nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la situation de la femme. Il y a le congrès mondial de la femme qui a été créé, qui aura lieu le 25, le 26, non, le 26, le 27, le 28 septembre 2026 à Ottawa. La situation qui nous a poussé à créer cet organisme, c'est que la femme est un être qui a des besoins particuliers. Ces besoins sont habituellement, régulièrement, on va pas dire ignorés, ils sont tout simplement pas connus. Ce qui fait en sorte que la femme n'est pas considérée du point de vue de sa physiologie, qui entraînerait certains besoins, et il y a le regard social que l'on porte sur la femme qui ne lui permet pas de pouvoir vraiment exploser tout son potentiel. Et il y a beaucoup de situations qui font en sorte que la femme vit des traumatismes que l'homme ne vit pas. Et l'idée ici, ce n'est pas de faire une lutte féministe, de revendiquer une chose que les femmes ne devraient avoir vis-à-vis des hommes, c'est tout simplement de mettre la lumière sur les particularismes de la femme qui font en sorte que ses besoins ne sont pas suffisamment reconnus. Et du coup, on ne lui donne pas la place qui est la sienne pour pouvoir émerger dans la société comme tout le monde. Donc, nous attendons les avis des uns et des autres sur la question. Alors, si quelqu'un voudrait intervenir, le micro est ouvert.
Alors, par rapport au congrès mondial qui aura lieu le 25, le 26, 27 et 28, nous vous invitons à faire de la mobilisation autour de vous. Si vous avez besoin de pamphlets pour pouvoir faire passer le message autour de vous, n'hésitez pas. Voilà. À vous la parole. Alors, je vais formuler cela autrement. Que pensent les uns et les autres de la légitimité, en quelque sorte, du fait d'une instance qui serait là pour mettre la lumière sur les problématiques spécifiques aux femmes. Voilà, posons-le comme cela. Parce que je vois que beaucoup de gens n'interviennent pas. C'est comme si on est en train de mélanger le thème avec le féminisme. Je pense que c'est cela qui nous bloque un peu. Donc, celui qui voudrait prendre la parole, eh bien, bienvenue pour la prendre. Puisque qu'une main n'est levée. Madame Yostikel, vous pouvez baisser la main? Alors, tout à l'heure, je prenais l'exemple du fait que moi, j'ai des filles chez moi. En période menstruelle, la fille va passer peut-être 2 jours à se tordre de douleur. Pourtant, à l'école, elle doit avoir exactement la même productivité. Et souvent, et parfois, ça arrive au moment des examens. Est-ce que cela, ce n'est pas, par exemple, une injustice sociale qu'on ne permette pas à la personne, femme, d'être dans des conditions où elle va, elle aussi, avoir les mêmes résultats que l'homme? Donc, c'est juste une comparaison, un élément parmi tant d'autres que je prends pour justifier, de mon côté, la pertinence d'une institution qui serait là pour veiller sur les problématiques de la femme. Je peux prendre un deuxième exemple. Après l'enfantement, la femme va vivre un stress postpartum. L'homme ne connaît pas du tout cela. Or, quand la femme va recommencer le travail, on va exactement demander quelle est la même productivité. C'est-à-dire, même l'homme à la maison, le plus souvent, n'est même pas au courant que la femme est en train de vivre un stress postpartum. Des exemples comme ça, il y en a des milliers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'ils sont ignorés. Ils sont tout simplement méconnus. Donc, le but du Congrès mondial de la femme, c'est de mettre de la lumière sur ces angles morts de notre culture et de nos institutions qui font en sorte que nous ne donnons pas suffisamment de force à la gente féminine. Voilà. Madame Nyamanga, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Je Bonsoir à vais vous. intervenir ce soir pour les femmes. Je vois que les hommes ne veulent pas parler parce que, bon, ils se disent toujours que ce sont des causes féministes, on défend trop les femmes. Mais je vous assure, chers hommes, c'est que vous êtes là, c'est pour des œuvres sociales. Mais quand il s'agit de parler de la femme, je vois les hommes de ce groupe, tout le monde est calme, personne ne veut parler. Bon, je dirais que la femme dans notre société est une forteresse, même dans le monde. Elle porte le monde, elle donne la vie, elle s'occupe de la famille. La femme est une forteresse. Mais ses efforts ne sont pas toujours valorisés au sein de notre société, au sein de sa communauté. Les femmes sont victimes de discrimination, d'abord du fait de la culture. Bon, dans les pays occidentaux, ça peut passer, mais particulièrement parce que je dis les conditions, moi je dis toujours les conditions ou les situations dépendent toujours des contextes. On ne peut pas prendre la situation d'une femme africaine et la comparer avec une femme européenne. Ça ne marche pas parce que les coutumes et les us, le monde est constitué tel que les coutumes, les us et les pratiques ont souvent l'influence ou un impact dans nos vies. Donc, selon les traditions africaines, la femme n'a pas de parole, elle est discriminée, elle ne peut pas, elle ne doit pas s'exprimer. Avant, sous l'arbre à palabres, quand les hommes parlaient, la femme, on disait, le rôle de la femme, c'est où? C'est à la cuisine. Donc, les discriminations de la femme ne datent pas d'aujourd'hui. C'est un problème qui a toujours été, et puis, depuis longtemps, hein, depuis, je vais dire, la création du monde, c'est pas nouveau, en fait, les problèmes de la femme.
Mais ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, on se rend compte de sa situation, on essaye d'apporter des solutions pour essayer de pallier. Les femmes, elles sont les femmes, elles sont les mamans, elles sont les sœurs. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les accompagner dans leur épanouissement? Les femmes sont souvent victimes de violences, d'abord conjugales pour celles qui sont mariées ou celles qui vivent en concubinage. C'est-à-dire que il y a des violences physiques où on va les bastonner, des violences verbales. On dénigre la femme, on se met à la dénigrer, on va lui lancer des propos dévalorisants et puis elle perd confiance en elle. Dans le processus du développement personnel, elle va perdre confiance en elle, elle perd l'estime de soi et elle ne peut plus accomplir son plein potentiel. Les femmes sont souvent également victimes d'harcèlement et puis des inégalités. Je veux dire, lorsqu'on parle par exemple des postes stratégiques, on n'admet pas les femmes dans des postes stratégiques. Par exemple, ici au Cameroun, lorsqu'on parle, je vais dire, laissons même le Cameroun, en Afrique, il y a combien de femmes qui sont présidentes en Afrique? Je crois qu'ici, chez nous, au Cameroun, quand une femme va déposer sa candidature, les hommes, qui va la voter? Bon, les hommes ne supportent pas voir les femmes à la tête au sein d'un pays ou d'une organisation. C'est juste des sensibilisations et l'éducation qui permet déjà, on voit déjà des femmes qui atteignent déjà des postes stratégiques. Elles se retrouvent dans des organes décisionnels où elles peuvent prendre des décisions pour défendre les causes, non seulement des femmes, des filles, des enfants, et puis des causes sociales. C'est bien. Mais les femmes sont tellement victimes de harcèlement, du fait même de leur forme physique. Elles sont victimes de harcèlement. Vous allez voir une femme qui travaille dans un bureau, elle va se faire harceler par son supérieur ou par ses collègues. Il y a des attouchements, peut-être elle passe comme ça, on va peut-être mettre la main sur sa fesse, on va lancer des mots, il y a des regards intenses, et puis ce sont des harcèlements en fait, harcèlements sexuels. Les femmes sont également victimes de violences sexuelles, comme je disais, du fait de leur forme physiquement, elles n'ont pas les mêmes forces que les hommes. Si vous prenez une femme qui a peut-être même âge avec un homme et qu'on les met sur la balance, ils ne vont pas produire la même capacité de force physique. Déjà, ça montre déjà que la femme n'a pas peut-être elle n'a pas la même force qu'un homme. Mais les hommes abusent de ça pour essayer de marginaliser les femmes. C'est pour ça qu'on dit que les femmes sont toujours discriminées. Il y a trop de discrimination à l'égard des femmes. J'ai pris un exemple. Lorsque j'étais à l'est du Cameroun, il y a une maman qui allait avec sa fille au champ. Comme je vous disais, elles sont victimes de violences. Et du fait de la culture ou alors nos traditions qui font souvent en sorte que la femme ne peut pas s'exprimer parce que nos traditions africaines ne permettent pas à ce que la femme puisse s'exprimer librement. Et souvent, elles ont peur de s'exprimer parce qu'elles vont être victimes de rejet. Elles seront bannies de la société. Elles auront un regard dénigrant. Et puis, elles sont souvent obligées de porter ces charges ou ces problèmes, de les garder en interne. Et cela va commencer à détruire leur santé mentale. Elles ne vont plus pouvoir s'occuper des enfants parce que la femme est d'abord le premier pilier en termes d'éducation. C'est elle qui va transmettre facilement les valeurs sociales, les valeurs communautaires aux enfants. Alors, je disais donc que j'ai vécu une expérience où une femme, elle est allée au champ. Elle était souvent harcelée par son bourreau. Un jour, elle est allée avec sa fille et le bourreau l'attendait. Elle était avec sa fille de 12 ans. Le bourreau s'est quand même jeté sur elle devant sa fille, essayant de la violer.
Lorsque le bourreau a commencé à déchirer son pagne, et la fille ne pouvait pas laisser faire. Elle a donc ramassé un bâton, elle a commencé à taper sur le bourreau. Le bourreau étant furieux, il s'est retourné, il s'est dirigé directement sur la petite et il a violé. Il n'a pas mis son organe, mais il avait envoyé toute sa main et ça avait déchiré tout son vagin et ça avait entraîné une fissure anale. C'est-à-dire que les selles et les urines se mélangeaient. Et lorsque le monsieur était en train de faire ça, on a demandé à la dame, quand il était en train de faire ça à votre enfant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle a dit elle avait sa machette et elle tapait sur le bourreau. Vous voyez déjà que physiquement, la femme n'a pas elle n'a pas la même force que l'homme. Elle a essayé de défendre son enfant, mais le bourreau était passé à l'action. Et heureusement pour elle, comme c'était un enfant, elle était obligée de venir dénoncer. Mais elle, lorsque nous avons eu à travailler avec elle en entretien, lorsque nous travaillions avec elle, elle nous avait avoué que c'était un bourreau qui avait toujours l'habitude d'abuser d'elle. Mais elle ne pouvait pas dire à son mari, parce que dire à son mari, elle allait subir le rejet de son mari. Son mari allait la considérer comme impure, une femme indigne. Elle devait être donc une honte pour ses enfants et pour la communauté. Et puis son mari n'allait plus la toucher. Il allait s'occuper de ses autres femmes et tout. Donc la dame était obligée de subir. Je crois que... Madame Nyamanga, merci Oui, beaucoup pour le résumé. Merci beaucoup. d'accord. Je disais que je crois que Vous ma reprendrez la fille... parole plus tard, n'oubliez pas. Vous reprendrez la parole plus tard, n'oubliez pas. D'accord, je vais m'arrêter là. Ben, eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. Ça suscite beaucoup d'émotions. L'effet que vous mentionnez, c'est extrêmement grave pour mettre tout le monde ici en émoi. Mais je ne pense pas qu'on est obligé d'aller jusque-là pour se rendre compte de la problématique. Monsieur Apo, je reviens encore avec notre ami, Monsieur Apo, est-ce que vous êtes là? On va faire un petit jeu interactif. Et si on fait de pleuvoir chez nous, mais je suis encore là. D'accord, on va faire un petit jeu interactif. Supposons que on vous dit qu'à l'école, il y a un prof qui injustement a battu votre fille parce que c'est une fille. Qu'est-ce que vous ferez? Bon, il faudrait les sanctionner. On les sanctionne parce que ce n'est pas prévu. La pluie dérange, je vais parler après. D'accord, d'accord, d'accord. Et si votre fille va en mariage et vous rendez compte que son mari est en train de la déranger, qu'est-ce que vous faites? Qu'il la maltraite, qu'il la bat. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Apo? Vous êtes là, monsieur Apo? Vous pouvez réagir, hein? Alors, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole juste pour continuer cette partie interactive parce que ça peut s'appliquer à tout le monde. Qui veut prendre la parole pour cette partie? Monsieur Camara? Oui, monsieur le coordinateur général. Donc, supposons que, bon, on va dire que vous êtes monsieur Apo, donc votre fille va en mariage et lorsque vous vous rendez compte que son mari la bat tout le temps, la maltraite, qu'est-ce que vous faites? Soyez court dans votre réponse, hein. C'est juste. Je cherche à négocier entre les deux personnes au cas où ça ne va pas. Bon, la femme va revenir chez moi d'abord en quelque temps. Donc, quand monsieur va prendre, il va donc en gros, vous défendrez votre fille. Mais oui. D'accord, d'accord. Supposons qu'elle était à l'école et que le prof a eu un comportement injuste vis-à-vis d'elle parce que c'est une fille, peut-être dans une classe de garçons. Qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là? Bon, comme ça, bon, je vais revenir sur la question là après, même pas une semaine d'abord. Non, c'est pas un piège que je suis en train de faire. Votre fille est dans une classe de garçons. Peut-être un garçon, ou bien, prenons le cas de l'enseignant. L'enseignant a un comportement déplacé vis-à-vis d'elle, parce que c'est une fille, dans une classe de femmes. Qu'est-ce qu'une personne normale ferait? Oui, Vous, en tant que père, qu'est-ce que vous feriez?
était le coordinateur. Ce que vous venez de dire, même pas une semaine, ça vient de se passer tout de suite en Guinée. Si vous suivez les réseaux sociaux, ça vient même de se passer tout de suite en Guinée, même pas une semaine d'abord. Et ça a été même mis sur les réseaux. La fille même a demandé excuse parce que avant-hier même, il y a un élève de la terminale, elle était connectée avec son téléphone, elle jouait dans la table. Le professeur lui a dit maintenant, bon, veuillez laisser le téléphone utiliser le cours. Elle dit que non, qu'elle va jamais laisser le téléphone, et puis elle va pas sortir dans la table. Maintenant, le professeur lui a dit, madame, veuillez sortir dans la table. Elle dit qu'elle ne sort pas. Le professeur a pris maintenant le sac, il a jeté le sac. Lui aussi, la fille en question a pris le sac du professeur, elle a jeté ça au dehors. Vous avez compris? Le professeur dit maintenant, à la fille, si vous ne sortez pas, je vais dire au censeur. Directement, la fille dit maintenant, le censeur est trop petit, va dire au plan de la République. Vous avez vu? Directement, le monsieur maintenant a dit la fille maintenant a giflé le monsieur. Vous avez vu? Donc, Monsieur Amara, merci pour l'anecdote, mais revenons, vous reprendrez la parole tout à l'heure. Revenons sur les éléments que je suis en train de mentionner. Il y a bien un cheminement qui fait que cette conversation que je fais, ça va nous amener quelque part. Donc, le premier exemple que j'ai pris, c'est le cas où votre fille va en mariage et qu'elle est maltraitée. Vous avez dit, je défends ma fille. Dans le cas où c'est un enseignant à l'école qui maltraite votre fille ou bien un garçon qui maltraite votre fille parce que c'est une fille, vous défendez votre fille, n'est-ce pas? Ok, d'accord. On va supposer que M. Camara a dit oui. Bon, les amis, comprenez que toute personne qui réagit comme cela est un féministe. Un féministe, c'est tout simplement une personne qui défend la cause de la femme. Donc, M. Apo, s'il avait dit oui, il serait féministe. Le pasteur Patrice Yéméné, s'il dit oui, c'est qu'il serait féministe. Monsieur Didier Boutachi-Sebera, s'il dit oui, il serait féministe. Il y a tout simplement une récupération négative du mouvement féministe qui a été créé par les hommes parce qu'aucune femme n'aurait eu la légitimité de s'élever pour créer un mouvement pour défendre les femmes. Parce que dans les sociétés, les femmes n'ont pas cette légitimité-là. On ne leur donne pas le droit de créer des lois, de dicter des choses qui vont pouvoir faire fonctionner dans la société. Le premier féministe, n'oubliez pas, le premier féministe dans l'histoire, c'est Jésus. Lorsque Jésus était mort, c'est qui la première personne qui a dit que Jésus est décédé, Jésus est réveillé? Les amis, c'était qui? C'était Marie de Magdala. Donc, n'allons pas très loin. Restons sur les choses élémentaires. Ne soyons pas dans la contradiction. Essayons de voir autour de nous les éléments concrets qui font en sorte que nous devrions vraiment nous occuper de la fille, de la petite fille, de la jeune fille, de la femme, de la dame mariée, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a comme cela des petites choses qui sont vraiment capitales et qui font en sorte que la gente féminine nécessite une attention particulière. Donc, il y a eu une récupération négative du féminisme qui fait en sorte qu'on pense que le féminisme, c'est revendiquer à la gente masculine ce qu'elle prend à la gente féminine. Non, du tout, du tout. Alors, on va donner la parole à Monsieur César. Monsieur César, vous avez la parole. Merci de la parole m'accorder. Je salue tout le monde. Je suis M. César Bassamo, en République démocratique du Congo. Je suis le responsable de l'ASPE Lédico. Je salue d'abord l'intervention de Mme Laetitia, parce que c'est une intervention qui m'a soulagé, bien que j'étais en route parce que je viens d'Ebeil. Mais je vais abonner dans le même sens parce que dans les temps le plus ancien, l'État n'avait pas accordé vraiment une importance vraiment au rôle que la femme devrait jouer au niveau de la société. La femme a fait sujet de tout, de discrimination. La femme est considérée comme un être de second plan qui ne devait s'en occuper que des travaux de ménage, des travaux de champêtre, alors que la femme, c'est un partenaire intrinsèquement à l'homme. L'homme est censé accompagner la femme, mais à un certain niveau,
on s'était rendu compte que l'homme voulait s'ériger à un obstacle pour le développement ou l'épanouissement de la femme. Donc, dans le temps le plus ancien, la femme ne pouvait même pas participer ou soit faire attendre sa voix au niveau des réunions au niveau de la famille. Dans le temps le plus ancien, la femme ne participait même pas au vote. Vous voyez qu'il y a eu vraiment une forte discrimination. Il y a même des objets, comme chez nous ici en Afrique. La femme ne peut pas consommer coba, la femme ne peut pas consommer tel ou tel objet. Vraiment, la femme a fait donc même la jeune fille n'était même pas considérée, elle était considérée comme un fardeau pour la famille. Donc, on préférait envoyer son fils à l'école que sa fille. Voyez un peu ce que la femme a traversé. Ce qui fait que même au niveau de l'Afrique, et plus particulièrement en République démocratique du Congo aujourd'hui, les femmes sont sous-représentées au niveau des institutions. Alors, il est question maintenant, en termes de pistes de discussion, on va sensibiliser, les femmes doivent connaître quand même leurs droits. Parce que ça ne sert à rien de se lamenter, parce que la solution ne viendra pas dans les lamentations. S'il faut intégrer même les instances, les institutions politiques, soit nationales, soit régionales, tout ça aujourd'hui, voyez que soit la femme doit être dans un parti politique, il faut militer, parce que ça ne sera pas un cadeau qu'on va leur offrir, mais ce que nous regrettons, c'est que les femmes sont en train de rêver. Les femmes pensent que c'est comme si tout tombera comme la manne tombera du ciel. C'est ça la plus grande difficulté. Alors, moi personnellement, le travail que j'ai toujours fait chez moi, c'est que il y a internationales, régionales, sous-régionales, nationales. Et avec la constitution du 18 février 2006 de la République démocratique du Congo à son article 14, où vraiment on essaie un peu quand même de valoriser le rôle de la femme. Ça, c'est resté dans le texte, mais en réalité, ce que nous vivons sur le terrain, je vois par exemple dans ma province, donc dans une assemblée provinciale, vous ne trouverez même pas une femme dedans. Et ça, c'est dangereux. Dans un gouvernement provincial, vous allez trouver peut-être qu'il y a une seule femme seulement. Mais vous pensez qu'avec, si il y a une majorité au sein d'une assemblée, soit un gouvernement, donc une seule voix seulement, ça va représenter quoi? Donc, les femmes doivent se battre, les femmes doivent intégrer les partis politiques, mais aussi nous demandons, parce que la majorité des gens, ce sont les hommes, les dinosaures, ceux qui ont des moyens vraiment, et qui ont créé des partis politiques. Donc, les hommes doivent favoriser quand même, soutenir les femmes, aligner les candidatures féminines dans les listes électorales. C'est ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est comme si nous, les hommes, nous érigeons comme des obstacles pour le développement ou l'épanouissement de la femme. C'est ce que nous vivons dans la réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Alors, je voudrais un peu revenir sur ce qu'a dit les cordons. Oui, ma fille se marie avec X, alors que X, peut-être la maltraite chez... Bon, moi, comme parent, je ne peux pas commencer directement à sanctionner. C'est question d'abord de les approcher. C'est question d'abord de les approcher, de les conseiller. Et si je trouve que ça ne va pas, carrément, je vais décider de retirer ma fille et de rentrer chez moi. Parce que vous savez, le mariage, c'est une école. Peut-être que ma fille ne savait pas peut-être faire les repassages chez moi à la maison, mais quand elle va là-bas, peut-être ça pourra poser quand même... Monsieur César. Monsieur César. Ouais. Bravo, bravo. Nous espérons qu'on viendra à la conférence, hein, parce que, honnêtement, là... OK. Donc, vous reprendrez la parole plus tard, hein. Vous avez dépassé votre temps de parole. On va donner la parole aux autres. Ce qu'on a retenu, c'est que vous défendrez votre fille, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous êtes féministe. Voilà. Nécessairement. D'accord. Nécessairement. On va passer la parole à une prochaine personne. Monsieur Delphin, bonjour, vous avez la parole. Alors, quand vous prenez la parole, c'est toujours bien de dire de quel pays vous êtes, s'il vous plaît. Monsieur Delphin de Hachut, bonjour, bonjour.
Alors, en attendant que M. Delphin... Ah, il est là. N'oubliez pas de mettre vos caméras si possible, s'il vous plaît. Monsieur Delphin, vous avez la parole. Monsieur César, vous pouvez fermer votre micro? On ne vous entend pas, Monsieur Delphin. On ne vous entend pas, on ne vous entend pas, on ne vous entend pas. Non, on ne vous entend pas. Bon, peut-être le temps que vous arrangez votre micro, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est Monsieur Mouliom. Maman, vous avez la parole. Monsieur Delphin, vous viendrez après. Monsieur Mouliom, vous avez la parole. Merci, coordinateur, de me passer la parole. Bonsoir à tous et à chacun. Ici présent à la réunion de la Fondation Chantal. Je prends la parole. Je ne sais pas écouter. Je prends la parole ce soir pour indiquer que la femme au Cameroun, depuis l'époque précoloniale, a toujours milité pour le développement de notre contrée. À l'époque, elle s'est exercée par le commerce à travers le troc pour soutenir les maris. Mais à un moment donné, même avec la femme de notre époque maintenant, certains efforts risquent de s'ignorer parce que les femmes se laissent emporter par certaines pratiques, la tradition, la religion et bien d'autres choses. Madame Laetitia l'a dit plus haut. Les femmes dans notre contrée sont victimes de plusieurs violences. La non-scolarisation, sa tâche réduite à la femme de ménage, sa tâche qui se résume à des travaux forcés dans les ménages, la femme qui est déshéritée des CTR, et bien d'autres mots, monsieur le coordonnateur. Nous pensons que travailler au Cameroun et plus précisément dans notre contrée pour valoriser la femme sera la bienvenue. Et surtout chez nous, les Grasfines, plus précisément chez les Bamoun, où la tradition met la femme en arrière-plan. Sauf si Madame Laetitia nous dit le contraire, nous devons beaucoup travailler pour que la femme retrouve son rôle et ses devoirs dans le monde. Sur ce, je vous remercie pour cette soirée. Merci beaucoup, Monsieur Moulion. Merci pour votre intervention. Alors, une chose que j'ai entendu dans ce que vous avez dit, c'est que la femme n'a pas la place qu'elle devrait avoir dans notre société. Et l'autre chose que je voudrais mentionner, c'est la place lorsque, par rapport à l'héritage, la femme est souvent déshéritée. Mais vous avez aussi mentionné que la femme se laisse emporter par la tradition. Est-ce que c'est la tradition qui a un poids sur la femme ou bien c'est la femme qui décide de se laisser emporter par la tradition? Ce n'est pas une question que je vous pose, c'est juste que les autres intervenants en tiennent compte dans leurs interventions. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Monsieur Delphin, s'il peut la prendre maintenant. Monsieur Delphin, tout à l'heure, votre micro avait un problème. Est-ce que tout va mieux maintenant? Oui, allez-y. Décidément, il y a un problème. Alors, je vais vous suggérer de vous déconnecter carrément et revenir, parce que jusque-là, on ne vous entend pas. Monsieur Moulion, vous pouvez baisser la main? Voilà. Alors, nous allons passer la parole à Pasteur Patrice Yéméné. Bonjour, Pasteur. Comment ça va aujourd'hui? Nous vous écoutons. Bonjour. Et merci beaucoup, Monsieur le coordinateur. Merci à la Fondation Chantal Massembo pour l'opportunité. Monsieur le pasteur, vous êtes à contre-jour, donc on voit juste votre tête, le derrière de votre tête. Vous voyez ma face là. Mais bon, on aperçoit qu'il y a quelqu'un qui est là. Dès la prochaine fois, vous orienterez votre caméra autrement. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. C'est mieux maintenant? C'est mieux? Non, parce que vous avez la lumière derrière vous. Peut-être si vous fermez vous tirez le rideau de la fenêtre, on verra mieux votre visage. Sinon, c'est pas grave.
Malheureusement, je n'ai pas de rideau. En tout cas, bienvenue parmi nous, bienvenue dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. Aujourd'hui, nous parlons du congrès mondial sur la situation, le congrès mondial sur la femme. Nous vous écoutons. Merci pour l'opportunité. Je suis d'origine francophone, mais plus habituée à la langue anglaise, donc pendant que j'utilise la langue française, si elle a beaucoup d'écorchures, je m'excuse à l'avance. La question de la femme, justement, elle est très pertinente. Pasteur, vous intervenez d'où? Oh, j'interviens je prends la parole à partir de l'État du Minnesota, aux États-Unis. Super, merci beaucoup, bienvenue parmi nous. Je crois que tout récemment, la ville de Minneapolis a été beaucoup dans les nouvelles. Je ne sais pas si certains en ont parlé de Minneapolis en Amérique. Je suis justement à Minneapolis. Donc, merci pour l'opportunité. Oui, la question de la femme est extrêmement importante, mais elle est aussi extrêmement complexe. Et son acuité peut varier d'une région à l'autre. Par exemple, elle se pose en Amérique d'une certaine façon, et la façon dont elle se pose en Amérique est, par exemple, différente de la façon dont elle est posée au Cameroun, mon pays d'origine. Je voudrais beaucoup plus parler de cette complexité-là par rapport au contexte du Cameroun. Parce que là-bas, il faut quand même dire qu'il y a un sérieux problème d'équité. Je n'ai peut-être pas envie de parler de féminisme, mais plutôt de problème d'équité. Problème d'équité dans la façon dont la femme est traitée, où elle n'a pas les mêmes chances que les hommes à plusieurs égards. Nous avons pris les scénarios où, par exemple, en classe, l'enfant est maltraité parce qu'elle est femme. Dans des contextes tels que le Cameroun, il faut quand même dire qu'on peut laisser ça passer. En Amérique, ça ne passerait pas. Et au Cameroun, par exemple, comment résoudre de tels problèmes dans la société, dans une société comme celle-là? Je dirais que ce n'est pas facile de résoudre ce genre de problème, puisque c'est un phénomène qu'on observe tous les jours. Comment résoudre un problème d'agression sur la femme comme celui que Laetitia a soulevé? Ce sont des problèmes qu'on observe tous les jours. Et ça fait partie des problèmes ou des difficultés que les femmes endurent parce qu'elles sont femmes. C'est là où, de mon point de vue, la dimension éducative de la Fondation Chantal Massembo est extrêmement importante, parce que ce n'est pas seulement la femme qui est éduquée, mais c'est aussi l'homme qui est éduqué par rapport à qui est la femme, par rapport à la place de la femme et la dignité dont elle a besoin. S'il fallait circonscrire le problème, par exemple, d'un point de vue religieux, je dirais que la communauté à laquelle j'appartiens, ça il faut le souligner, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, si on fait partie de cette communauté, vous mettez main sur votre femme, vous êtes excommunié. Vous mettez main sur votre femme, vous êtes excommunié. Et il y a un effort intentionnel fait dans cette communauté pour éduquer non pas la femme sur ses droits, mais plutôt pour éduquer l'homme. J'ai envie de dire, permettez-moi l'expression que j'utilisais, sur son insanité vis-à-vis de la femme. Et ça, je me fais comprendre. Il y a une place importante pour l'éducation de l'homme sur son insanité vis-à-vis de la femme. Donc, on n'éduque pas la femme, mais on se focalise plutôt sur le bourreau. Permettez-moi l'expression, pour qu'il comprenne que il a en face de lui un être humain qui a les mêmes sensibilités que lui, c'est-à-dire il y a des traitements qui font mal à la femme. Ces mêmes traitements, s'il lui avait été administré, ça lui ferait mal aussi. Donc, l'aider à comprendre ce genre de choses-là. Et je crois que dans le contexte de notre ministère, on voit beaucoup de résultats dans ce sens-là. Donc, c'est pour dire que je salue l'initiative de l'éducation qui fait partie des initiatives importantes de la Fondation Chantal Massembo. Mais dans ce cas-ci, ce n'est peut-être pas la femme qui doit être éduquée, mais c'est l'homme qui doit être éduqué sur la place de la femme. Le fait que la femme est marginalisée et le fait que la femme a droit, elle aussi, à la dignité. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, pasteur Patrice Yéméné. Merci pour votre sortie. Vous avez osé utiliser les mots que peu
ont eu le courage d'utiliser, que moi-même, je n'avais pas le courage d'utiliser. Vous avez parlé du thème de bourreau et de l'insanité de l'homme. Dans la Fondation Chantal Massembo, comme j'ai toujours, nous sommes tous en train d'apprendre. Dans ce cas précis, l'apprentissage, la formation que nous sommes en train de donner, elle s'adresse plus aux hommes, justement, parce que dans la plupart des cas, c'est eux les responsables de la situation des femmes. Parce que la plupart des temps, c'est l'homme qui a la légitimité dans nos sociétés pour édicter des lois. Or, la plupart de ces lois sont justement contre la femme. Donc, c'est comme si naturellement, l'homme s'est donné une place de bourreau de la femme, il faut se le dire. Et du coup, s'il y a une formation à donner, ce n'est pas à la femme de la donner parce que c'est elle qui en souffre. S'il y a un accompagnement à faire, ce n'est pas à la femme, mais c'est à l'homme pour apprendre à vivre et reconnaître la femme en ce qu'elle est. D'où la légitimité donc que nous voyons dans la place du Congrès mondial de la femme. Alors, nous allons laisser la parole à tous ceux qui voudraient la prendre. Merci beaucoup pour votre intervention, Pasteur Patrice Yéméné. Merci. Alors, Monsieur Camara, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, cher patron, bonsoir, cher intervenant. Bonsoir, monsieur le coordinateur d'avoir donné la parole. Moi, c'est monsieur Amara Camara, depuis la Guinée-Conakry, agence de communication Afrique francophone, sur les réseaux sociaux Chantal Mazembo. Assez concernant aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est très pertinent. Mais quand nous remarquons très bien, il y a beaucoup de contextes qui gigent en faveur de ce thème-là. Parce que, ce qui concerne la femme aujourd'hui, bon, nous pouvons dire que la femme est le levier du développement aujourd'hui, du décollage du développement aujourd'hui en Afrique, dans le monde entier même aujourd'hui. Mais quand nous faisons allusion un peu aux arrières, au passé, avec nos traditions et nos coutumes aujourd'hui, ça un peu met la femme aujourd'hui en retard aujourd'hui. Parce que je vais dire aujourd'hui, dans chaque pays, et chaque pays a ses différentes ethnies, et chaque ethnie a sa manière de gérer la situation féminine, et a ses coutumes aussi encore. Par exemple, quand nous prenons aujourd'hui, en Guinée aujourd'hui, il y a eu des problèmes autour de ça, parce que moi, effectivement, dans mon pays aujourd'hui, il y a des ethnies aujourd'hui, la femme n'a pas la voix au chapitre. Ça, c'est un. Les gens disaient quoi? Que vouloir scolariser une femme, que c'est perdre du temps. Que c'est perdre du temps. À l'époque, c'est que les gens disaient dans différentes communautés. Donc, la femme n'avait pas l'accès à la scolarisation. Ça, c'est un. De deux aussi encore, quand un homme veut épouser une femme, quand tu dis que tu vas épouser une femme qui est scolarisée, on va te dire non, faut pas épouser une femme qui est scolarisée. Tu épouses une femme qui est scolarisée. Donc, elle travaille, elle connaît tout plus que toi. Donc, elle va te détourner, elle va détourner l'esprit. Donc, ça devenait des problèmes dans certaines communautés. Donc, l'homme se mariait avec une femme qui n'a jamais été à l'école. Vous avez vu? Donc, tout cela permettait maintenant aux femmes de ne pas se scolariser. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est un thème qui est très, très pertinent. Mais quand nous prenons aujourd'hui l'éducation des enfants dans la famille aujourd'hui, c'est la femme qui éduque l'enfant aujourd'hui dans la famille. Parce que nous, les hommes, nous n'avons pas le temps de rester à la maison. L'homme sort pour aller chercher. Et la femme est à la maison pour éduquer les gens. Donc, il y a certaines ethnies aujourd'hui qui se basent sur ça. Et d'autres ethnies dans mon communauté aujourd'hui, c'est la femme qui travaille. La femme sort à 6 heures, la femme va au marché et la femme enlève certaines dépenses. Donc, vous avez vu? Donc, de nos jours aujourd'hui, comme les choses maintenant ne font qu'avancer, la technologie est là, la science est là. Donc, maintenant, les parents ont vu maintenant que scolariser une femme, que c'est très important. Donc, ils ont eu la chance maintenant, l'opportunité de scolariser ces femmes aujourd'hui. À l'issue de ça, il y a eu maintenant l'égalité maintenant entre l'homme et la femme aujourd'hui en Guinée. Il y a eu l'égalité maintenant entre l'homme et la femme aujourd'hui. Parce que quand nous prenons au temps moment, il y a eu la première femme pilote en Guinée, il y a eu la première femme militaire pilote en Guinée. Vous avez vu? Donc, c'est ça même qui a donné maintenant le courage maintenant aux gens maintenant, donc de scolariser maintenant. Ils ont vu tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Donc, cela est venu maintenant. Les gens maintenant ont pu maintenant scolariser maintenant leur enfant. Sinon, à l'époque, les parents n'acceptent pas de scolariser la femme. Ils disaient que scolariser la femme, que c'est pas du tout bon, quoi. Donc, c'est comme ça n'a pas d'importance. C'est l'homme qui doit être scolarisé. Donc, la femme est là pour construire les travaux ménagers, pour éduquer l'enfant à la maison. Donc, vous voyez, c'est un ethnie donc se baser sur ce terme-là. Et contrairement à d'autres ethnies aussi encore, scolariser les femmes.
disent que la femme a beaucoup de chances dans la vie aujourd'hui. Quand la femme est scolarisée, la femme a un grand atout aujourd'hui par rapport à l'homme. Et effectivement, c'est ça aujourd'hui, parce que quand nous prenons aujourd'hui dans certaines institutions aujourd'hui en Guinée, dont les chefs sont des femmes aujourd'hui. Vous avez vu? Donc, en quelque sorte, pour ne pas monopoliser la parole, donc je vais revenir après pour éclairer certains endroits. Donc, en Guinée aujourd'hui, il y a l'égalité aujourd'hui entre la femme et l'homme. On dit quoi? On dit pour trouver une solution courte à un problème, il faut demander à la femme. Mais pour trouver une solution longue à un problème, il faut demander à l'homme. Donc, c'est toujours comme ça, quoi. Et nous, généralement, on dit que la femme est trop approchée au paradis par rapport à l'homme. Bon, c'est ça, c'est le proverbe que nous disons souvent. Donc, c'est pour cela on dit l'égalité entre la femme et l'homme. Monsieur le coordinateur, je vous laisse le micro pour ne pas me poser la parole. Merci beaucoup, Monsieur Camara. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez mentionné un point important, à savoir que nos sociétés, traditionnellement, d'un certain point de vue, donnaient une place de choix à la femme. Je sais qu'au Burkina Faso, on dit que c'est la femme qui détient le pouvoir des rois. On dit que les Nabas, tous les Nabas du royaume de Ouagadougou, je pense, lorsqu'ils se retrouvent ensemble pour légiférer sur une question, il faut absolument qu'on attende. Lorsqu'on dit que la nuit porte conseil, on n'a jamais vu la nuit qui parle. C'est parce que le roi va rentrer à la maison, parler à sa conseillère. Et c'est lorsque la conseillère a donné son avis que le lendemain, on sait vraiment ce qui a été décidé. Nous connaissons de par l'histoire la princesse Yenega, la reine Ablapoku, il y a Asantewa, il y en a beaucoup qui étaient des reines guerrières, mais des reines qui ont mené des royaumes au succès pendant des générations. Il y en a beaucoup qu'on peut citer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, nous avons oublié cela? Alors, je voulais juste le mentionner pour renchérir sur le propos de Monsieur Camara, à savoir que traditionnellement, il y a quand même un certain rôle qui est donné à la femme. Sauf que globalement parlant, elle reste laissée pour compte. Alors, on vous redonne la parole. Merci à ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massambo. Nous sommes ici pour élever le niveau de conscience de nos populations. Parce qu'aussi longtemps que nous ne sommes pas rigoureux, que nous n'avons pas suffisamment d'éthique et de déontologie par rapport à nos comportements, toute solution que nous allons prendre va être vouée à l'échec. C'est pour cela que le premier rôle de la Fondation Chantal Massambo, c'est d'abord de nous former. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous former par rapport aux problèmes de la femme. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la mobilisation autour du Congrès mondial de la femme qui aura lieu le 26, 27 et 28 août à Ottawa. Quelle est la légitimité? Quelle légitimité donnez-vous à cette instance? Voilà, c'était ça la question. Nous allons donner la parole à Monsieur Apo. Monsieur Apo, vous avez la parole. Monsieur César, vous pouvez baisser la main. Merci pour encore la parole. J'étais vraiment choqué des propos de la dame là du Cameroun qui disait qu'un homme avait tué une femme parce qu'il sollicitait peut-être le sexe. Ça, ce n'est pas, c'est inadmissible. La femme, c'est un accompagnement sûr. Donnez à la femme et tout, elle va transformer. Donnez même les chromosomes, elle va vous donner un bon enfant, un beau enfant par exemple. Donnez à la femme la nourriture crue, elle va préparer avec un goût. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on doit tuer à cause d'un besoin de quelques minutes par exemple. Cela m'avait beaucoup choqué. Et cela m'a vraiment beaucoup estomaqué même. Car c'est parce que les hommes pensent qu'on avait créé la femme que pour cela. Non. Ce sont des accompagnants, ils nous accompagnent naturellement. Dans une maison où il n'y a pas la femme, vous n'aurez même pas la chaleur par exemple. Parce que c'est la femme qui va vous amener même le feu. Donc on doit quand même considérer la femme comme vraiment la source de la vie. Voilà un peu. Mais car cela ne tienne, nous autres, avec nos petites voix, nous devons toujours élever la voix pour dire aux autres que non, ce n'est pas l'injustice, mais Dieu juste a fait quelque chose. Moi, j'ai posé même la question aux hommes. Est-ce que Dieu manquait les pièces pour prendre les côtes de l'homme pour fabriquer la femme? Non. La femme est tirée des cœurs de l'homme. Donc, si vous avez une femme, vous devez l'aimer. Vous devez
hein, la mettre à l'aise, parce que c'est ça même le rôle que Dieu avait créé la femme pour le mettre à côté de l'homme. Et vraiment, cela m'a beaucoup dérangé. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Voilà un peu mon intervention. Merci. Et vous avez posé aussi la question, si un homme faisait ça avec une fille, on doit le sanctionner. Nous avons fait partie beaucoup d'enseignants qui se sont abusés de filles. Et si le problème est connu, on les chasse même de l'enseignement. Parce que l'enseignant, c'est un père. Un éducateur, il doit quand même se comporter vis-à-vis aux élèves filles, par exemple. Les cas comme ça, nous les chassons de l'éducation, il n'est pas digne. Hein? Vous êtes là-bas, vous harcelez un élève, vous vous abusez d'un élève, on vous fait partir. Votre place peut-être, parce qu'en Afrique, hein, c'est comme si c'est l'armée qui est un endroit où on peut trouver tout le monde. Hein? Mais à l'éducation, il faut vraiment être un modèle, être un père, être quelqu'un qui doit donner l'exemple. Voilà un peu la manière de répondre à vos préoccupations, cher coordonnateur général. Je vous remets la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, pour revenir sur la définition du féminisme, juste pour nous permettre de recentrer le débat, on y est déjà en plein, juste pour nous permettre de comprendre davantage, de faire des petites nuances, de comparaisons nécessaires, parce que comme on dit, on est ici pour apprendre. C'est l'occasion pour nous de comprendre la problématique réelle que vivent les femmes et pourquoi est-ce qu'elles doivent être au centre de certains débats. Le féminisme, en fait, c'est l'ensemble. Il y a des gens qui comprendront mieux, qui pourraient mieux donner une meilleure définition que moi. Mais globalement, ce que j'ai compris du féminisme, c'est tous les mouvements et toutes les instances qui sont faits pour défendre la femme, pour défendre les droits de la femme, défendre les droits de la fille, de l'enfant, de la jeune fille, de la fille et des mères, globalement. Donc, il n'y a aucune intention d'opposer, de revendiquer quoi que ce soit par rapport à la situation de l'homme. C'est tout simplement une défense naturelle des droits de la femme. Donc, de ce que M. Apo vient de dire, nous comprenons que dans l'institution qu'il est, ils sont tous des féministes. Voilà. Alors, on va passer la parole à Madame Maman numéro 2. Monsieur Apo, vous pouvez baisser la main. Monsieur César, vous pouvez baisser la main si c'est une ancienne main. Madame Myriam Nongo, vous avez la parole. Aujourd'hui, nous parlons du Congrès mondial pour la femme qui aura lieu à Ottawa le 26, 27 et 28. Votre opinion par rapport à la problématique de la femme? En quoi est-ce qu'il y a une légitimité à mettre la femme au centre du débat? Voilà. Madame Myriam, vous avez la parole. Merci beaucoup, Cordo Global. Je salue vraiment tout le monde. Je vous salue vraiment avec beaucoup de respect. Je félicite un peu toute parole qui vient de sortir dans la bouche de tout le monde vraiment pour le problème de la femme. Vraiment, il y a tout un dossier qu'on peut traiter même pendant quelques jours. Ce que nous faisons ici, ça devient rapidement, c'est comme si c'est la synthèse. Il y a un problème. Auparavant, la femme a été maltraitée comme une machine. La femme a été maltraitée comme une bibliothèque. Tout le monde qui pouvait faire son point de vue, ça devient sur la femme. Et il y avait un problème très capital sur la femme, ce qu'on a toujours dit sur les conventions de Maputo. Il y avait beaucoup de sièges qu'on avait fait pour que la femme doit se retrouver aussi aux prises de décision. Auparavant, les femmes, on les voyait comme si c'était les choses. On ne voyait pas comme les femmes qu'ils étaient aussi les gens qui pouvaient parler devant les hommes. Et jusqu'à aujourd'hui même, il y a même des églises qui ne considèrent pas la femme. Dans leur église, la femme ne peut pas parler. Maintenant, pour ce moment, nous félicitons un peu notre l'État, nous félicitons encore gloire à Dieu parce qu'il y a 50%. Donc, là où nous irons, peut-être la femme doit aussi marier l'homme. Parce que, comme on vient de nous dire 50%,
ça donne quelque chose, mais ce n'est pas une femme qui doit se manifester à n'importe comment. Il y a un problème, comme vous venez de le dire. Dans la maison là où il y a une femme, vraiment cette maison-là est bénéficiaire. Parce qu'on a toujours dit, la femme c'est une puissance. C'est une puissance comment nous sommes dans des prises de décision maintenant à cause de l'État et des lois qu'on a fait quitter, comme nous venons de le dire. Nous ici, nous sommes ici. Nous sommes dans les prises de décision. Nous sommes les chefs d'antenne, nous sommes les bourgmestres, nous sommes les gouverneurs. Quand même, ça donne quelque chose qui, en tout cas, les hommes, on a poussé un peu les hommes pour laisser aussi place aux femmes. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche? Il y a des femmes aussi très compliquées à jamais. Les femmes n'aiment pas s'assister aussi là où il y a les hommes. Vous voyez, avec les pensées bantoues, les femmes voient comme si, au cas où je serais à côté d'un homme pour que je puisse aussi écouter ce que les hommes font, et moi aussi, je puisse aussi le faire. C'est comme si je laisse ma maison, c'est comme si je me suis imposée, je ne peux pas faire ce que les hommes font. Maintenant, pour ces moments, vraiment, je vois comme s'il y a quand même une bénédiction qu'on a donnée à la femme. Et c'est quelle femme? Si vous avez les filles telles que vous les parlez là-bas, il y a beaucoup de parents qui n'aiment pas faire étudier leur fille, soi-disant, ah, il va faire quoi? Après, il sera à la cuisine chez quelqu'un. Et quelqu'un là, peut-être, ne pouvait pas lui donner l'accès, qu'il puisse venir chez nous, faire le travail. Effectivement, il y a des papas qui n'aiment pas que leurs femmes puissent travailler. Soi-disant, là où vous partez avec vos chefs là, les chefs là seront votre mari. Ils commencent à penser n'importe quoi. Parce que vous, les hommes, souvent, quand vous êtes à côté des femmes, il y a les autres qui est là pour donner les services à une femme. Il faut qu'il puisse d'abord la baratiner. Et les femmes aussi ont compris que, ah non, je ne veux pas faire abaisser les médailles de mon mari. Comme ça, je reste à la maison. Je ne peux pas aller au travail. Si vous demandez à une femme, vous pouvez s'asseoir avec une femme pour vous dire la vérité. C'est très difficile. C'est très difficile comment vous pouvez prendre une femme, 5 garçons. Et vous allez voir que la femme doit mettre son problème là au cœur comme si c'était le secret. Mais vous, les hommes, vous allez vous distribuer. Vous voyez, c'est l'autre là, c'est ma femme. Vous aussi, vous baratinez là-bas. Et oui, je suis là-bas. Mais nous, les femmes, pour se faire montrer, c'est très difficile pour montrer nos secrets. Là, vraiment, nous vivons avec vous, les hommes, comme dans l'esprit de dictature. Les hommes, souvent, même dans la maison, vous nous prenez en dictature. Vous ne voulez pas que nous puissions aussi gérer les maisons. Vous ne voulez pas que nous puissions aussi gérer les caisses. Vous ne voulez pas que nous puissions gérer. Même si vous voulez prendre les papiers pour nos parcelles ici, vous allez voir, vous ne pouvez pas faire écrire même les noms de votre femme. Vous allez prendre seulement votre nom, c'est ce que vous allez mentionner là-bas. Pourquoi? Ce n'est pas ce que la femme aussi doit aussi gérer. La femme doit gérer. C'est à vous, c'est à nous, c'est vous les maris qui peut nous donner la force de travailler. C'est vous qui pouvez dispenser vos idées à mettre là où nous sommes, comme l'autre avait parlé là-bas. Je ne sais pas si c'est Papa Camara qui avait dit que pourquoi Dieu avait créé qu'il fallait prendre l'os pour compléter à l'autre os. Là, je vous dis la vérité. Moi, je vois comme si c'est les hommes qui nous font abaisser pour que nous ne puissions pas aussi travailler. C'est pour cela que nous demandons à vous qui connaissez quand même quelque chose que la femme doit aussi travailler.
la femme doit être aussi dans des prises de décision. Vous nous mettez un peu tranquille, vous nous donnez aussi les idées, comment vous travaillez. Donnez-nous aussi les idées, donnez-nous aussi vos fonctions là, que nous puissions aussi diriger. Même dans la maison, hein, laissez-moi aussi te diriger. Vous allez voir que vous allez dire que cette femme ici, c'est une dictateur. Je ne peux pas prendre cette femme ici. Cette femme doit je vais débarrasser cette femme pour aller s'en occuper avec autre qui va m'écouter. Là, vraiment, moi, je vois que c'est votre dictature qui nous fait assez que nous ne puissions pas travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Myriam. Merci, c'était formidable. Votre intervention était formidable. Merci beaucoup. Donc, on comprend ici que la femme a besoin qu'il y ait un peu plus de lumière sur ces problématiques. Et de l'avis de Madame Myriam, celui qu'on doit former, ce n'est même pas la femme. C'est surtout l'homme qu'on doit former, comme le disait le pasteur Patrice et Yémené tout à l'heure. Celui qu'on doit former, c'est l'homme pour comprendre la problématique de la femme. Et la raison pour laquelle, depuis le début, quand on a lancé les débats, personne n'arrivait à réagir, c'est parce que justement, nous ne sommes pas suffisamment formés sur ces questions que nous côtoyons pourtant au quotidien. D'où le débat nécessaire. Nous sommes juste en train de le lancer aujourd'hui. La parole à qui veut la prendre. Merci beaucoup. Vous voulez former l'homme qui est aussi lui-même dictateur. Ça ne va pas marcher. Hein? Et moi, je ne suis pas sûr que nous sommes dictateurs. Mon épouse est bourgmestre, mais elle travaille. Elle est là-bas au bureau. Madame, Monsieur Apo, non, ce que nous disons ici, nous sommes en train d'instruire l'homme par rapport à cette problématique qui généralement est tout simplement méconnue. On ne peut même pas dire négligée. Elle n'est même pas connue du tout. La preuve, pendant 15 minutes ici, on n'arrivait pas à parler. Pourtant, les problèmes sont nombreux. Donc, c'est juste nous former à comprendre les problématiques réelles. Vous voyez, que la femme vit au quotidien. Voilà, c'est un peu ça. Oui, vous avez la parole, hein, Monsieur Apo. Je disais que c'est bien former l'homme pour que... Ça aussi, vous avez raison, cordon général. Parce que vous allez vers les problèmes pour trouver solution. Mais je disais qu'il y a une complicité. Hein? L'homme ne peut pas marcher. Hein? La femme aussi doit faire un effort. Parce que vous voyez chez nous dans nos sociétés, ce sont les femmes qui deviennent de plus en plus séduisantes. Elles doivent aussi bien se comporter vis-à-vis des hommes. Mais elles ne se comportent pas bien, elles portent des habits sexy pour attirer les hommes. Et quand les hommes viennent, ça devient un problème. Donc, c'est un problème de la vie qui est un peu complexe aussi. Donc, chacun doit rester dans son coin, dans son rayon et donner ce sourire à l'autre. Mais quand on veut simplement que celui-ci puisse faire le travail à la place de l'autre, ça devient un peu compliqué, cher Cordon. Si je puis intervenir sur ce que M. Apollinaire disait. Allez-y, pasteur Patrice, allez-y. Vous savez me donner un exemple, celui où les femmes s'habillent, entre guillemets, disons, de manière provocante. C'est à nous, les hommes, de nous rendre compte qu'elles ont la liberté de s'habiller comme elles veulent, mais nous n'avons aucune obligation de les harceler. Donc, c'est à l'homme de se rendre compte que lui, il a le devoir de maîtrise vis-à-vis d'une situation où l'autre est en train d'exercer son droit. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Parce que si nous avons l'impression que la victime est responsable elle-même de ses problèmes, là, il y a problème. Quelqu'un peut exercer son droit parce que il me semble que dans certains pays, il y a des lois contre certaines façons de s'habiller. Par exemple, si vous êtes dans la rue au Cameroun, on va dire que c'est indecent exposure. Je ne sais pas comment ça s'appelle. On s'expose de façon indécente. Il y a des lois qui sanctionnent ça. Mais tant que l'accoutrement est tel que ça entre dans le cadre des lois d'une nation, ça signifie que la personne qui s'habille de cette façon exerce un droit.
Et parce qu'elle exerce un droit, si quelqu'un pense que c'est provocateur pour lui, c'est à lui la responsabilité de se maîtriser. Et c'est l'homme doit être éduqué sur la nécessité pour lui de se maîtriser vis-à-vis des situations où l'autre est en train d'exercer son droit. Et on nous avait appris que notre liberté, en fait, s'arrête là où le droit de l'autre commence. Juste une petite correction que vous l'avez mis. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Patrice. Merci beaucoup. D'autres interventions, s'il vous plaît. C'était très intéressant. Merci beaucoup. C'est un point de vue sur lequel on a rarement, je veux dire, c'est un thème sur lequel on a rarement l'occasion de se prononcer. Merci beaucoup. Monsieur Amara, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Je vais venir revenir un peu en arrière par rapport à ce que monsieur Apollinaire et monsieur Patrick viennent de le dire. Comme je l'avais dit souvent que chaque ethnie, dans ce thème-là, chaque ethnie a sa manière de gérer ses différents collectifs de femmes. Parce que, par exemple, nous en Guinée ici, il y a certaines ethnies ici, c'est formellement interdit à une femme de porter les pantalons. C'est formellement interdit. Donc, quand l'ethnie, tu vas porter une femme pantalon, une femme qui porte les pantalons, qui porte les mèches, ils vont dire directement qu'il y a eu un déracinement, qu'il s'est fait déraciner par les images de l'Occidentaux. Donc, c'est ça le problème aussi aujourd'hui. Mais contrairement aux certaines ethnies aussi encore, on laisse les gens, cette ethnie laisse les enfants porter les pantalons et les mèches. Donc, vous avez vu. Donc, à ce qui concerne maintenant dans cette éducation aussi encore, moi, je peux dire que ça dépend de chaque ethnie dans chaque pays. Parce que nous avons un pays qui a plusieurs ethnies et nous avons une Afrique qui a plusieurs pays et qui a ses composants d'ethnies. Donc, à ce qui concerne maintenant, dans ce cadre-là, maintenant, en mode d'habillement, moi, je pense qu'au jour de nos jours, aujourd'hui, avec l'image de l'Occidentaux aujourd'hui, ça a un peu désorienté les femmes dans nos communautés aujourd'hui. Mais cela n'empêche pas aujourd'hui à nous, aux pères d'éducateurs, de dire à ces filles de ne pas accepter cette mode d'habillement dans la famille. Parce que c'est ça. Mais parce que quand on voit une fille aujourd'hui qui s'habille, qui sort ses parents, ils sont devant ses deux parents aujourd'hui. Elles sont devant ses deux parents. Donc, si ces deux parents maintenant laissent maintenant l'enfant, la fille sortir maintenant, qui est fautif? Donc, vous avez vu. Donc, c'est ça aussi le problème à ce qui concerne le mode d'habillement aujourd'hui. Donc, l'Occidentaux aujourd'hui, l'image de l'Occidentaux est en train de déraciner ou désorienter nos filles aujourd'hui dans nos différentes communautés. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Merci beaucoup, monsieur Camara. Alors, donc aujourd'hui, merci à ceux qui viennent se joindre à nous dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. Nous sommes ici essentiellement pour nous former, pour pouvoir porter en avant avec des meilleures dispositions, en étant bien assurés le développement de nos communautés. Alors, aujourd'hui, nous parlons donc de la situation de la femme, mais davantage du Congrès mondial de la femme qui aura lieu le 26, 27 et 28 août ici à Ottawa. Si vous avez besoin des dispositions particulières pour pouvoir participer, eh bien, vous êtes invités. Alors, oui, je voulais prendre quelques exemples pour illustrer des personnes qui, dans l'histoire, ont vraiment tenu compte de la situation de la femme. Il y a le prophète Baha'u'llah, dont la thèse était essentiellement de dire que l'homme et la femme sont égaux. Pour lui, l'homme et la femme faisaient partie des deux ailes d'un oiseau. On ne peut pas mettre de l'accent sur l'un en négligeant l'autre. Et on peut voir aujourd'hui que toutes les sociétés qui ont négligé la femme sont en difficulté. On peut considérer aujourd'hui, on peut vraiment le voir. Donnez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. Il y a mon ordinateur qui s'éteint, je dois le brancher. Excusez-moi. Je voulais poser une question. Oui, allez-y. Un instant, je suis de retour. Vous allez poser votre question par après, s'il vous plaît. Alors, j'étais en train de parler du prophète Baha'u'llah qui
on va dire, son évangile est arrivé dans une région qui était où l'opinion générale n'était pas forcément en faveur de la femme. Parce que lui, il était un grand ardent défenseur de la femme. Il disait, par exemple, que si vous avez un homme et une femme à la maison, c'est lui que vous devez envoyer à l'école, ce n'est pas l'homme. Parce que l'homme, dans tous les cas, réussira à s'en sortir. Mais il suffit juste de négliger la femme, et elle est foutue pour toujours. Parce que qui est-ce qui élève nos enfants? C'est la femme. Qui passe le plus de temps auprès des enfants? C'est la femme. Pourtant, on va abandonner celui qui va transmettre le savoir à nos enfants pour s'occuper de celui qui, dans tous les cas, va s'en sortir et qui passe le moins de temps auprès des enfants. Donc, pour lui, on doit d'abord commencer par éduquer la femme parce que c'est elle qui porte l'avenir de nos communautés. Si on n'éduque pas la femme, mais qu'est-ce qu'elle va enseigner aux enfants? Voilà, c'est un exemple. Et il y a les Nations Unies qui ont, par exemple, utilisé les thèses de Baoula pour édicter des lois par rapport aux droits des femmes. On peut noter, par exemple, lorsqu'il y a des pays en guerre, l'Iran, l'Irak, la Syrie et l'Afghanistan, tout le monde qui part de là, ben, ils vont traverser plus d'autres pays musulmans qui ne sont pas en guerre. Mais posez-vous la question, pourquoi ils ne restent pas dans ces pays-là? Ils veulent tous venir en Occident parce que c'est un espace de liberté. L'Occident donne la liberté à tout le monde, y compris aux femmes. Donc, et lorsque l'Église catholique est arrivée en Afrique, par exemple, elle s'est rendue compte que la femme, on ne donnait pas à la femme la formation qui lui était due. Donc, on a créé l'économie familiale qui permettait à la femme d'être éduquée, qui donnait une certaine éducation à la femme pour qu'elle puisse mieux assumer son rôle dans la maison qui est d'élever nos enfants. Voilà, c'est ces deux éléments-là que je voulais mentionner avant de donner la parole à qui veut la prendre. Alors, il y a notre ami, quelqu'un qui voulait poser une question, nous vous écoutons. Quelqu'un voulait poser une question tout à l'heure. Désolé, j'ai pas vu le nom de la personne. Alors, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, vous pouvez la prendre. Hein. Il nous reste quelques minutes avant de pouvoir clôturer pour aujourd'hui. N'oubliez pas, faites de la mobilisation autour de vous. La formation que nous avons de faire par rapport à ce thème, c'est de nous former nous-mêmes en tant qu'hommes. Quelqu'un a parlé de bourreau vis-à-vis de la victime qui est la femme. Et le fait que nous soyons des bourreaux tient au fait que nous ne connaissons même pas suffisamment bien les problématiques reliées au problème de la femme. À chaque fois qu'on va mentionner le problème de la femme, même les institutions qui ont été créées pour défendre le droit de la femme, les institutions féministes, ont été posées comme des institutions qui viennent faire de la revendication d'une certaine oppression que les hommes seraient en train de faire vis-à-vis de la femme. Pourtant, il s'agit juste de défendre les droits de la femme. Ces droits. Voilà. Alors, si quelqu'un voudrait prendre la parole, vous avez la parole. Ok, bon, ben, s'il n'y a plus personne pour prendre la parole, on va dire qu'on a épuisé le thème d'aujourd'hui. Monsieur Ahabi, la Boshi, c'est vous qui voulez poser la question? Oui, oui. Alors, donc, vous commencez par vous présenter et ensuite poser votre question. Merci. Présentez-vous, vous dites dans quel pays vous êtes. Moi, je suis monsieur Ahadi Aboshi Ibrahim. Je suis le président du conseil d'administration de l'organisation qu'on appelle Synergie des forces pour le développement du Congo, SFDC ASBEL. Je suis en République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je voulais juste poser la question concernant les modalités sur la participation du Congrès mondial de la femme. On a échangé beaucoup, mais je ne sais pas s'il y a des modalités pour participer. La participation, ça sera organisé comment? C'est tout le monde qui viendra ou c'est comment? Au fait, les procédures ou les modalités pour participer au Congrès mondial de la femme. Voilà un peu la question. Je voulais savoir si ça. Merci beaucoup, monsieur Labouchi. Et justement, il n'y a pas on a fait que ce soit le plus simple possible. Il n'y a pas de modalité. Il faut juste remplir le formulaire si vous voulez participer. Il n'y a pas de modalité particulière. Si vous voulez participer, réservez votre place en remplissant le formulaire. S'il y a d'autres choses,
on va le mettre sur le site du Congrès mondial de la femme progressivement. Voilà. Ah, ok, ça va. Merci, j'ai bien saisi. Voilà. Voilà. Alors, s'il y a des personnes qui viennent de se joindre à nous, vous pouvez prendre la parole, juste vous présenter. Je suis telle personne, je vous joins de tel pays et vous expliquer peut-être comment vous avez rejoint la Fondation Chantal Massembo. Pour le moment, nous avons Monsieur Pater Kassaza qui veut prendre la parole. Monsieur Pater, vous avez la parole. N'oubliez pas de mettre votre caméra, c'est toujours très apprécié. En fait, bonsoir, je suis dans l'obscurité là où je suis à cette heure. D'accord, pas de problème, la prochaine fois, allez-y. Ok, en fait, moi, j'avais une préoccupation que je voulais ajouter au sujet d'aujourd'hui. Je voulais ajouter quoi, au fait? Je disais ceci. La plus grande menace contre l'image d'une femme n'est pas toujours l'opinion des autres, mais les choix qu'elle fait elle-même. Chaque décision construit ou détruit sa réputation. Je prends l'exemple, j'ai suivi autant de internautes dans les groupes. L'image d'une femme dépend uniquement de ses propres choix. C'est là où c'est ce que je voulais ajouter pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kassaza. Monsieur Kassaza met l'accent sur la responsabilité de la femme vis-à-vis de ce qui lui arrive, quels que soient les conditionnements sociaux, quelles que soient les lois qui sont édictées. Il dit que Monsieur Kassaza pense que la femme a une responsabilité à jouer dans ce qui lui arrive. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que nous clôturions le thème d'aujourd'hui? Voilà, écoutez, merci à tous ceux qui ont pu se joindre à nous. Vous êtes dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo où nous faisons une action de formation. Le premier espace dans lequel vous êtes, l'espace volontaire, c'est un espace où tout le monde est supposé venir proposer son expertise, se présenter comme un accompagnateur des autres. C'est-à-dire qu'ici, on a le médecin, on a l'avocat, on a l'architecte, on a l'infirmier, on a le conducteur. On a l'agriculteur, parce que c'est avec ces maillages que nous allons pouvoir nous accompagner mutuellement. Que Pasteur Patrice des États-Unis puisse accompagner Madame Laetitia du Cameroun, que Monsieur Balti de la RDC puisse accompagner une autre personne, Monsieur Erintois par exemple, que Monsieur Erintois puisse accompagner Monsieur Erintois qui est de Madagascar, puisse accompagner quelqu'un qui se trouve, par exemple, en Afrique du Sud, dans un projet. C'est ça l'espace que nous avons créé ici. Notre espace n'est pas un espace élitiste. Il y a beaucoup d'autres personnes autour de nous qui n'ont pas l'occasion d'accéder à des espaces comme celui-ci. Il y a des gens qui ont juste besoin de savoir qu'il y a un espace où on leur donne la possibilité d'émerger, de pouvoir parler pour que leur projet soit considéré. Il y a des gens qui font des travaux formidables dans nos campagnes, mais qu'on n'entendra jamais. La Fondation Chantal Massembo, l'espace volontaire, est un espace qui est supposé être l'amplificateur de nos voix. On veut donner l'espace, on veut mettre la lumière sur ceux qui n'en ont pas. On veut donner la parole à ceux qui n'en ont pas. Donc, n'oubliez pas de répercuter notre message le plus loin possible. Comme je dis toujours, si vous connaissez un pousseur qui a de l'entre-gens, comme on dit ici en Amérique du Nord, quelqu'un qui est un grand mobilisateur, vous pensez que c'est quelqu'un qui a du potentiel, même s'il n'a jamais été à l'école, mais qu'il est capable de monter un projet, on va l'accompagner, il va monter le projet. Nous ne sommes pas ici pour faire des théories. Par le passé, les révolutions, il y a beaucoup de révolutions qui sont parties des chaires universitaires. On écrit des chaires universitaires dans les chaires universitaires, on écrit des théories. Mais nous ne sommes pas ici pour les théories, nous sommes ici pour l'action, parce que nous pensons que la prochaine révolution, ça va se faire dans les quartiers populaires, ça va se faire autour de nous. Et c'est pour cela que nous voulons reprendre en main notre destin, en devenant des acteurs, porteurs de projets dans notre environnement. C'est ça la Fondation Chantal Massembo. C'est important que je rappelle ce message pour que nous puissions relayer le message le plus rapidement au maximum de personnes, parce que plus nous allons être nombreux, plus il y aura des spécialistes que nous ne connaissons pas autour de nous. Ramenons dans ces espaces pour que les gens du quartier qui
qui ont quelque chose à donner puissent le donner, pour que les gens de notre ville qui ont quelque chose à donner puissent le donner ici, pour que les gens de notre pays, de notre continent puissent se retrouver ensemble, parce que c'est ainsi qu'on va pouvoir porter le développement. N'attendons plus que ça vienne d'ailleurs. Devenons les porte-paroles du mouvement que nous mettons en marche. Le mouvement que nous avons décidé de mettre en place, c'est la transformation, c'est de pouvoir enlever la souffrance et la pauvreté, parce que c'est comme cela que nous allons avoir de la crédibilité aux yeux du monde. Merci à tous ceux qui ont pu se connecter aujourd'hui. Merci à vous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Alors, s'il y a d'autres interventions avant de clôturer la clôture, eh bien, écoutez, allez-y, nous vous écoutons. Sinon, avant de partir, n'oubliez pas de dire votre nom et de quelle région vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du congrès mondial pour la femme qui aura lieu le 26, le 27, le 28 août. Alors, je vous donne la parole. Micro ouvert à qui veut le prendre. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je suis monsieur César Bafé Bassambo, en République démocratique du Congo, le président de l'ASBEL, l'État Ensemble pour le développement intégral du Congo. Et je voudrais conclure mon propos en disant, en suivant le discours des uns et des autres, nous avons compris quand même qu'il y a des stéréotypes, que nous sommes tous appelés, hommes comme femmes, à combattre pour que la femme puisse trouver vraiment sa juste valeur, sa juste dignité au niveau de la communauté. Un autre aspect, c'est que il y a des lois qui existent, même sur le plan international, même sur le plan régional, tout comme au niveau de nos différentes nations, il y a des lois qui existent. Mais je suggère à la Fondation le travail que nous devons faire, c'est d'abord de chercher à voir comment est-ce qu'on peut vulgariser, parce que la vulgarisation, il y a des lois qui existent bien sûr, mais des fois il y a de certaines lois, bien que promulguées, mais qui ne sont pas vulgarisées. Alors, si la Fondation va accompagner les différentes organisations membres dans le sens vraiment de vulgariser les différentes lois pour que les hommes comprennent que la femme joue un rôle indispensable pour le développement de la société, que l'homme doit quitter ce stade de s'ériger à un obstacle pour le développement de la femme. Je crois que ça sera un pari gagné. Monsieur César, bravo. Monsieur César, franchement, bravo, bravo, bravo. Alors, je voulais mentionner que c'est important pour vous, ce serait bien de regarder autour de vous, dans vos communautés, repérer des personnes qui défendent les droits humains et plus précisément les droits des filles, de la femme. Référez-les-nous, même s'ils ne peuvent pas venir en Amérique du Nord, c'est ce que nous souhaiterions, il y aura un prix pour eux, qui puissent se présenter à la réunion demain. Donc, repérez autour de vous toutes les personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, des filles, des personnes qui défendent les droits humains, mais plus essentiellement les droits des personnes, les droits des femmes. Référez-les-nous, on va pouvoir, même s'ils ne peuvent pas venir à l'événement, on va préparer des prix pour eux. Voilà. Merci à vous. Monsieur Bahati, vous voudriez prendre la parole? Merci beaucoup. Merci infiniment. Je voulais juste présenter mes excuses parce que je suis présenté avec retard, mais je voulais juste souhaiter aux femmes qui se sentent à l'aise au monde, au XXIe siècle. Je pense que tout le monde nous sera égal à égal, et surtout à Madame Myriam, de les souhaiter la bonne soirée parce que chez nous il fait déjà 23h moins. Il est 23h07. Je lui souhaite les bonnes soirées, qu'elles se sentent à l'aise. Il y aura plus encore la dictature chez les hommes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ce beau message. Hein. C'est exactement pour cela que nous sommes ici, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de dictature pour qui que ce soit, et davantage qu'il n'y ait plus de dictature vis-à-vis des femmes. Merci beaucoup, Monsieur Bahati. Monsieur Bredjassé. Elles aiment aussi ces dictatures-là. Elles aiment un peu ces dérangements-là. Ça, c'est aussi bien pour leur accompagnement. On ne doit pas refuser déjà à 100%. Et quand il n'y a pas ça, elles ne se sentent pas aussi femmes. Ah, j'aurais aimé que ce soit une femme qui le dit. Quand c'est un homme qui le dit là, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. J'aurais aimé que ce soit une femme qui le dit.
Monsieur Apo, je sais que vous dérangez. OK. Alors, monsieur, il y a une autre personne qui a la main levée. Allez-y, allez-y, prenez la parole. Oui, il y a quelqu'un qui avait la main levée. Je vois que la personne ici me Bonsoir, prend la parole. coordinateur. J'ai levé la main. Bonsoir. Ah, monsieur bonsoir à Dessé, tous les monsieur monde. Dessé, bonsoir, bonsoir à vous. Allez-y. Ok, merci beaucoup, Cordo. J'ai écouté beaucoup. Tout ce que mes frères et les confrères, ils ont tout parlé. Exactement, c'est ça. Je pense que on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour harmoniser et chérir nos femmes. Donc, la femme a toujours sa place qui est là. Ce que je devais dire, comme il veut l'égalité. Ça, c'est ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vais finir avec une anecdote. Le problème de la femme est tellement crucial que parfois, l'or et la richesse ne suffisent pas à soulager la souffrance de la femme. Imaginez qu'il y a la femme, ok, d'un roi des Émirats ou bien de Dubaï qui a dû quitter son foyer, dit non, c'est trop pour moi. Malgré l'or, malgré les honneurs qu'on me donne, ce que je vis dans mon foyer, je ne suis pas capable de supporter. Il a fallu qu'elle quitte pour aller vivre en Occident. Pourquoi? Parce que c'est un espace de liberté. Et ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir créer des espaces de liberté pour les femmes. Parce que grâce à eux, nous allons pouvoir faire toutes les révolutions dont nous avons besoin. Parce que, n'oubliez pas, la femme porte le monde. Si la femme peut enfanter le monde, elle peut aussi enfanter elle enfante la vie d'ailleurs. Et c'est à cette vie-là que nous voulons mettre davantage de lumière. Et les personnes qui sont les plus informées, comme nous avons dit, c'est les hommes. Parce que ceux qui sont les bourreaux, malheureusement, entre guillemets, c'est les hommes. Et c'est la femme que l'on doit protéger ici. Merci, monsieur Mbrel Diassé. Madame Myriam, un dernier mot, vous avez la parole. Oui, moi, je souhaiterais à ce que je demande un peu un plaidoyer à la Fondation Chantal Massembo de nous donner aussi une journée aussi pour les femmes, que nous puissions un peu sensibiliser et dans l'espace ici, une journée que les femmes seulement puissent se présenter pour s'en discuter vraiment, pourquoi nous ne voulons pas être aussi parmi les hommes et faire ce que les hommes fassent. C'est ce que j'ai voulu, vraiment c'est un plaidoyer. Wow, merci beaucoup, Madame Myriam. Donc, vous revendiquez un espace pour la femme, une journée de la femme. Écoutez, on va y penser, on va travailler dessus ensemble. Mais l'idée retenue, elle est géniale. L'idée est retenue. Merci beaucoup. Monsieur Biodiversity Perfect, vous avez la parole pour un dernier mot. Bonjour, bonsoir à tous de partout où vous êtes, c'est Monsieur Élisée. Ah, Monsieur Élisée, bonjour. Bienvenue parmi nous. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour Papa Apollinaire, bonjour Maman Myriam, bonjour Amara. Merci. Bonjour, merci. Ah, merci beaucoup. Une thématique qui fait couler l'encre et les salives. Mais sur la lutte que nous tous nous devons mener, c'est que j'ai apprécié cet engagement de tout un chacun de mouiller les maillots. Le plus important, ce n'est pas seulement de dire, mais c'est de plus appliquer ça dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans nos structures, que ce soit dans nos vies au quotidien, pour essayer d'amener la femme aussi à être à la hauteur. Et c'est parmi des petits actes que nous serons en train de poser qui continueront à grandir et enflammer et amener la femme à quitter la marginalisation, la vulnérabilité, pour se sentir aussi à la hauteur de contribuer au changement social et de trouver sa place qu'elle mérite dans la société. Merci beaucoup. Oh, merci infiniment. Donc, redonner la place à la femme, la place de choix à la femme à partir de petits actes. Merci beaucoup.
Ah, une autre personne veut prendre la parole. Merci, Monsieur Élisée. Une autre personne voudrait prendre la parole. Monsieur César, vous avez la parole. Allô? Oui, merci, monsieur le coordonnateur général. Je prends la parole et c'est juste pour présenter mes félicitations à Madame Chantal Massembo, parce que juste c'était, je crois si c'est hier ou avant-hier, il y a eu une intervention de notre frère à partir du Maroc qui a présenté comment il a un projet d'ouvrir l'académie de pharmacie. Voilà. Et juste quand j'étais en train de suivre les différentes ressources partagées sur YouTube, je suis tombé directement avec cette intervention qui m'a fait couler vraiment des larmes. Et donc, je me suis dit, en tout cas, la présence de cette dame, c'est une bénédiction pour nous. En tout cas, nous devons saisir cette opportunité. Elle est vraiment extraordinaire. Et je fais même un commentaire parce que c'est une situation donc, qui m'a préoccupé encore davantage de suivre son intervention. Vraiment, c'était vraiment ouf. Merci beaucoup, Monsieur César. Merci beaucoup. Comme je disais une fois, à certaines générations, il y a des porteurs de lumière. On ne les voit pas à toutes les générations, mais lorsqu'ils apparaissent, on devrait leur donner la place qui leur est due. Nous avons eu Nelson Mandela. Nous avons eu beaucoup d'autres. Aujourd'hui, nous avons une qui est encore vivante, dont le travail peut être accompagné. Faites des petites recherches. Vous allez vraiment comprendre en quoi cette dame-là, elle est particulière. Monsieur César, c'est formidable ce que vous avez dit. Je souhaiterais que chacun puisse faire des petites recherches pour comprendre exactement qui est cette dame. Parce que ce que nous faisons ici n'est qu'une infime partie de sa contribution à l'humanité, de ce qu'elle a déjà fait et ce qu'elle est encore capable de faire. L'espace a été créé juste un peu pour tendre les bras, s'il vous plaît. Il y a un peu d'eau fraîche. Venez, on va la boire ensemble. Venez, on va la boire. Si vous n'êtes pas là, cette eau-là ne pourra pas couler parce que seule, elle ne peut rien. Mais ensemble, ça ne sera pas seulement des gouttes. Ça deviendra un océan qui va régénérer nos forces, qui va nous redonner la splendeur. On dit de nous que nous avons été des pharaons, mais aujourd'hui, nous sommes des géants, mais qui vivent avec des cadavres de pharaons. L'eau que Madame Massembo nous donne, c'est une eau qui va pouvoir nous régénérer. Que nous reprenions la place des pharaons que nous étions. Parce que le pharaon, ce n'était pas seulement une personne qui faisait des théories. Le pharaon, c'est un être qui est intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le pharaon est pharaon parce qu'il fait des actions autour de lui. Et c'est la communauté qui lui donne ce titre. Aujourd'hui, nous portons des titres de pharaon, mais personne ne fait rien. Donc, Madame Massembo est là pour nous rappeler que nous sommes des pharaons. Nous pouvons regagner notre grandeur perdue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quoi dire de plus? Merci beaucoup. Alors, sur ces mots, alors, monsieur Camara, excusez-moi, monsieur Camara, je pense que vous voulez prendre la parole. Allez-y. Ok, merci beaucoup, monsieur le coordinateur général. En conclusion, je vais dire que tout ce que la femme veut, Dieu le veut. Tout ce que l'homme peut, la femme le peut. Donc, je vais dire que, à ce qui concerne l'élaboration des lois et la vulgarisation des lois, comme mon professeur vient de le dire, moi, je vais dire qu'on peut passer aux sensibilisations dans nos différentes communautés. Pour le moment, d'abord, vous êtes tous les membres de la Fondation Chantal Massembo qui résident dans leur communauté. Peut passer avant que la Fondation élabore et vulgarise la loi faite au VBG, violence basée au genre. Donc, je vais dire à tout un chacun de prendre cette responsabilité au nom de la Fondation, de sensibiliser la population, nos communautés, concernant sur le VBG. Donc c'est ça que je vais dire pour le moment. D'abord, il y a certains pays qui ont déjà élaboré la loi et c'est déjà en vulgarisation. Donc, il y a d'autres pays aussi encore, même si c'est élaboré, c'est pas vulgarisé. Donc, tous ceux qui savent que oui, c'est pas vulgarisé dans leur communauté peuvent s'en occuper au compte de la Fondation Chantal Massembo pour passer à une sensibilisation sur le VBG. Donc, tout ce que la femme veut, Dieu le veut. Donc, tout ce que l'homme peut, Dieu le peut. L'égalité entre l'homme et la femme, c'est très, très important. Donc, la libre opinion serait donnée
sur l'espace volontaire, espace volontaire Chantal Mazengo, qui est la voix de sans voix, un jour aux femmes. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. C'est ma conclusion. Merci beaucoup, monsieur Camara, pour l'exhortation. Nous espérons que ces mots ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds et que, à partir d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans nos actions, dans nos attitudes qui vont changer vis-à-vis du thème que nous avons mentionné, à savoir les souffrances invisibles des femmes, pour que nous puissions davantage les accompagner. Voilà, merci à tous ceux qui ont pu se joindre à nous aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. L'Afrique nous regarde. Il nous revient de porter notre destin. Et ensemble, on va pouvoir y arriver. On est déjà en train de réussir. Merci à tous. Bonne soirée. On se revoit demain à la même heure. Merci à tous. Bonne soirée. N'oubliez pas, moi, c'est Kené. Je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Mazengo depuis l'Amérique du Nord. Que chacun prenne la parole pour se présenter et faire un petit coucou. À demain. Bye bye. Moi, je suis Abadolite. Bye bye. À demain. Je suis à la de Lualaba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye à tous. Merci, cher coordonnateur. Et joyeux anniversaire encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Camara, depuis la Guinée-Conakry. Ah oui, c'est M. César Wafé-Bassambo depuis la République démocratique du Congo. Mitsu de Madagascar. Bonsoir à tous. Bonne soirée, M. Richard. Pater Nekasara depuis la République démocratique du Congo. Merci. Bonsoir à tous, je suis Laetitia Nyamanga depuis le Cameroun, précisément à Bandjoun. Bonsoir à tous. Laetitia, vous avez compris quand même que les hommes ont parlé parce que vous avez taquiné aux hommes au départ. Oui, j'ai suivi. Monsieur Brel Diassé depuis la République du Congo, plus précisément à Pointe-Noire. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée depuis Pointe-Noire. Merci à depuis la République démocratique du Congo à Kinshasa. Bonne soirée à tous. Moi, c'est Élisa Dabaza depuis la province du Nord Kivu, République démocratique du Congo. Merci encore à tous. Bonsoir à tous. Moi, c'est Ruben Ebis depuis Brazzaville, la République du Congo. Merci beaucoup depuis Brazzaville. Bravo, merci beaucoup.